Mizmor le'asaf, Elokim ba'u goyim benachalatecha, v'chule. Donc on amène ici le Mizmor que David Ameler il écrit concernant le Chorban Bet Hamikdash. Et là il décrit en disant ba'u goyim benachalatecha, ce Mizmor mamash qui timu et echalecha, natnu et nevelat avadecha, ma'achal lechov hashamayim. C'est-à-dire les cadavres de Am Israël, Rabotai, étaient en proie pour les rapaces et les oiseaux. Basar chassidecha lechaito ares, la chair de tes chassidim, des rabbanim, dévorée par les fauves. Shafrou damam kamaim, le sang était coulé comme l'eau. Ces vivot Yerushalayim autour de Jérusalem, ve'en kover, sans qu'on puisse les enterrer. C'est-à-dire des corps comme ça jetés dans les rues sans pouvoir être enterrés. Et tout le monde est étonné. Comment David Ameler écrit ici Mizmor le'asav, chant d'allégresse. Chant d'allégresse en lisant tout ça. Chant d'allégresse. Attends, tu ne peux pas te réjouir de ça. Tu ne peux pas te réjouir en me racontant des choses pareilles. C'est pas possible. Alors c'est quoi Mizmor? Et là, ils expliquent les Mfarshim, la chose qu'on va expliquer maintenant, qu'en fait, il a écrit Mizmor, Mishum sheshafar hakadosh baruch hamato al haitzim ve'avanim. Car Hachem a déversé sa colère sur les pierres et les bois. Bakamana, il a détruit le temple, alors qu'il aurait dû détruire Am Israël. Et pour ne pas détruire Am Israël, il a détruit le temple. Alors là, il faut comprendre le pshat. Alors il y a un faux pshat qu'on fait là-bas, on va commencer par le faux pshat, après le vrai pshat, de dire, c'est comme un bonhomme qui se met en colère, et que maintenant, il est tellement en colère que si jamais il touche le bonhomme qu'il a mis en colère, il le détruit. Pour ne pas arriver à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un coup de poing dans le mur. Il a défoncé le mur. Maintenant, le mur est ouvert en deux, fait un croum-croum, comme ça. Mais s'il avait touché le bonhomme, chez Mishmor, tu as vu ce qu'il a fait au mur, il l'aurait fait à lui. À ce moment-là, lui, il l'aurait tué. Maintenant, il a préféré faire ça sur le mur et pas sur lui. Ça, c'est le faux pshat. Chaz v'shalom, de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait un excès de colère, et cette colère, il fallait qu'il la passe quelque part, il l'a passé sur le Beth Amikdash. Non, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est comme on va l'expliquer maintenant. On amène un machal pour comprendre ça. Machal est ma davar domé. Machal est Rouven, shayalo chaver shekorilmo Shimon. Rouven, il avait un chaver qui s'appelait Shimon. Rouven était un grand artiste, un grand peintre. Il arrivait à faire des toiles de peinture d'une qualité tellement grande qu'on a l'impression que c'était une photographie. Une photo, plus qu'une photo, on a l'impression que c'était la réalité. C'est une force de la nature. Et un jour, ce Rouven, là, il a fait comme ça une peinture exceptionnelle. Une peinture exceptionnelle. Il voulait partager tout d'abord avec Shimon la beauté de cette peinture. Maintenant, pour que cette peinture, bien sûr, soit présentée à Shimon, il la présente dans le cadre le meilleur qu'il peut imaginer, c'est-à-dire en haut d'une montagne. Pourquoi? Parce que la peinture représentait le paysage, qui est le paysage qu'on voit de la montagne. C'est là-bas qu'il a peint sa peinture. Donc il est en haut de la montagne, il monte Shimon en haut de la montagne, Ken, ils arrivent en haut de la montagne, il a dit, qu'est-ce que tu veux me montrer là? Il a dit, alors il voit un truc comme ça avec un drap dessus, il dit, voilà, je vais te montrer ça. C'est mon chef-d'œuvre, c'est la réalisation de ma vie. Il lève le truc comme ça, il regarde, il voit une peinture d'une beauté exceptionnelle. Maintenant il dit, attends, tu peux pas comme ça dire simplement, waouh, comme ça. Il faut que tu comprennes c'est quoi cette peinture. Alors il commence à lui expliquer les nuances, les couleurs, les effets de lumière, les trucs. Il lui explique chaque détail. Il dit, regarde l'effet de lumière là, regarde là, regarde là. Bon, c'est professionnel, il s'y connaît. Et l'autre, bon, il regarde, il est en extase de voir ça. Maintenant, pour mieux lui faire comprendre la beauté de la peinture, qu'est-ce qu'il ferait Rouven? Il recule. Il recule pour regarder la peinture avec une vue plus panoramique, plus de loin comme ça. Il dit, regarde, puis on s'éloigne un petit peu, regarde la beauté, regarde ça, il recule. Puis Tom Shimon se rend compte que Rouven est sur le point de tomber dans l'abîme. Il est en train de reculer, et là, Piton, il prend conscience, il arrive dans l'abîme. Le problème, c'est quoi? C'est que Shimon est trop loin de Rouven. Donc il lui dit en premier temps, Atzor, arrête-toi. Mais il n'écoute pas. Regarde, et le soleil, et la lumière, et la couleur, et l'angle de vue, et regarde le rayon de soleil, regarde là-bas, Atzor, mais regarde. Et là, c'est beau, c'est magnifique, voir quelle lumière, quelle peinture, je suis un as, je suis un champion, c'est beau, c'est la musée, c'est ça, j'ai réalisé ma vie, c'est trop beau, ça, Atzor. Il n'arrive pas. Maintenant il se dit, si je cours vers lui pour le rattraper, impossible. Encore un pas, il est dans l'abîme. Il manque un pas. Il disparaît. Il tombe dans l'abîme, il est mort. Maintenant, il dit, comment je vais l'arrêter? Comment je vais le sauver?
il lui vient une idée. Il lui dit, il n'y a que ça pour le sauver. Il saute sur la peinture, il la déchire complètement. Il lui déchire toute la peinture. Et là, à ce moment-là, l'autre, il revient comme un fauve. Il lui saute dessus, il lui met des coups de poing comme ça. Mais il n'en a rien à faire parce qu'il a sauvé son copain. Il a sauvé son copain. Et maintenant, il dit, viens, je te montre de quoi je t'ai sauvé. Et là, il reconnaît effectivement qu'il a sauvé la vie. Il a sauvé la vie. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est la même chose. Bon, alors là, il a vu comment le Beth Amikdash était en train de détruire Am Israël. Le Beth Amikdash était en train de détruire Am Israël. Comment? Quoi, le Beth Amikdash détruit Am Israël? Je rigole ou quoi? Le Beth Amikdash, c'est l'endroit où il y a la Shrina. C'est l'endroit où Am Israël se rapproche d'Hachem. Comment le Beth Amikdash peut être la destruction d'Am Israël? Et là, il ramène les Mefarshim qu'en fait, le Beth Amikdash était devenu Rabota, était devenu un moyen de pouvoir, se faire pardonner nos fautes et s'acquérir une bonne conscience. Une bonne conscience avec les fautes qu'on fait. On fait une avéra, on amène un korban. On fait ça, on amène un truc. On fait ça, on fait une offrande. On fait ça, on amène un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Et de cette manière, on est réparé. Le Kohen lui-même, il le dit. Quand on arrivait devant le Kohen, et on lui expliquait, on a fait tel et tel avéra. Et bien sûr, le Kohen m'a expliqué qu'est-ce qu'il fallait que j'amène. Il faut que tu amènes un korban khatat, donc c'est-à-dire tel et tel animal, qu'on va vérifier s'il en règle, etc., pour pouvoir l'offrir. Et le bonhomme, il a mis le korban, on lui faisait faire vidouille, s'imira sur l'animal, comme si c'était lui à qui on faisait ça. Et après, on faisait le korban. Et une fois qu'on faisait le korban, ça l'artiqué de varecha, ça y est, tu es pardonné, je suis nickel. Maintenant, le bonhomme, il va être sûr de lui. Il va dire, c'est vrai, ça y est, je suis nickel, je suis pardonné. Il dit, ça y est, tu es pardonné, il n'y a plus aucune trace de ta avéra. Waouh, quel argacha tova. Quel argacha tova d'avoir fait la plus grande bêtise de ma vie. Ouais. J'ai fait une bêtise là maintenant, une bêtise grave. J'ai pu la réparer. Je suis sorti maintenant complètement nickel. Quelle était l'intention dans le Beth Amikdash, de la manière comme je vous le raconte là, l'intention de ramener Am Israël vers Akadosh Baruch Hu, de faire tchouva et de ne pas recommencer. Mais qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Ça donnait tellement une bonne conscience à l'homme que l'homme ne voyait plus de problème. Il ne voyait plus de problème. Il dit voilà, j'ai trouvé une solution maintenant. J'ai trouvé une solution à mes avérotes. Pas j'ai trouvé une solution à ne pas fauter. Parce que j'ai pris conscience de la gravité de la faute. Quand je vais au Beth Amikdash, j'amène un korban. Le korban m'a fait prendre conscience de la gravité de ma faute. Et donc ça m'a amené à ne plus fauter. Le contraire, ça m'a amené à dire, même si je faute, c'est pas si grave. J'amène un korban et je suis pardonné. Bon, alors on me dit quoi? Le Beth Amikdash est devenu la raison pour vous de fauter en sachant que vous êtes pardonné par le Beth Amikdash. À ce moment-là, c'est-à-dire que le Beth Amikdash Barmenan, il est la raison de vos fautes. Si c'est comme ça, j'enlève le Beth Amikdash. Et c'est comme ça qu'Hachem a détruit le temple, justement comme il dit, il a déversé sa colère sur les bois et les pierres, c'est-à-dire pour ne pas toucher à Israël. Hachem a détruit le Beth Amikdash. Maintenant, pas comme le premier pshat qu'on a fait, par colère, pour passer sa colère là-bas et pas là. Non, simplement pour enlever ce qui était à l'origine de ta chute. Il sort un yesod hatsoum d'ici. Et faites attention, c'est un yesod grave. Dans la vie, on te donne des moyens pour servir Hachem. Chacun les moyens qu'on lui donne. Un, ça va être la chokhma, l'autre, ça va être la chance, l'autre, ça va être le doué, il est doué. L'autre, ça va être la suite dans les idées, il a de la suite dans les idées, il sait créer, il sait faire des choses, chacun, Hachem, lui a donné des kelim pour servir Hachem. Et chacun, avec ses kelim, est censé, être mémalé son tafkid, remplir son rôle dans ce monde pour pouvoir faire la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe lorsque Hachem il voit que ces kelim-là, au lieu qu'ils te servent pour me servir, tu t'en sers dans l'autre sens. Barmenan. Je t'ai donné des kelim, par exemple, je donne un exemple, Rabotai, qui était la force que tu as de convaincre quelqu'un. Tu es capable de convaincre. Tu es capable de manger la cervelle à quelqu'un. De manger la cervelle et l'amener à ce que tu as décidé de lui faire comprendre. Hachem t'a donné ce kéli. Maintenant, ce kéli doit te servir à quoi? Pachout. Mais Karev est à Banim Shelo, la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? L'arzir Anashim Bitshuva, faire tchouva aux gens, amener les gens à la Torah, amener les gens au Mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait lui avec ce kéli? Il drague les filles. Avec ce kéli, il fait des magouilles. Avec ce kéli, il fait des embrouilles.
Mais il est très fort là-dedans, parce que c'est ses kélim, Rabotai. C'est un mangeur de cerveau. C'est une puissance. Mais il ne s'en sert pas dans le bon sens. Et alors, on apprend du Beth Amikdash ici, que lorsqu'Hachem y voit qu'un bonhomme Rabotai ne se sert pas des kélim qu'on lui a donnés pour faire des choses telles que Hachem avait prévu qu'il les fasse, Hachem lui prend les kélim. Il lui prend les kélim Rabotai. Et à ce moment, il le fait échouer là où normalement il était censé être le plus fort. Et ça fait peur dans la vie en bataille. Ça fait peur comment, en vérité, un homme met en péril en bataille. Il met en péril les kélim qu'Hachem lui donne du moment où il ne s'en sert pas pour le tachlit pour lequel on te l'a donné. Hachem t'a donné un tachlit. Fais attention à comment tu utilises ce qu'on t'a donné. Et ne va pas t'imaginer que la chance te sourira tout le temps dans la vie. La chance te sourit pour l'instant. Parce que Bololam est très patient. Il est Erechapaim. Il prend le temps. Hachem prend le temps. À tel point il prend le temps qu'on se demande même s'ils se rendent compte de ce qu'on fait. On a l'impression qu'ils ne se rendent même pas compte. On a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut dans ce monde et que rien n'arrive à personne. Jusqu'au moment où le coup est porté, et là, il est fatal, le coup. Mais c'est trop tard. C'est dommage. Pourquoi tu as abusé? Pourquoi tu as abusé de la patience d'Hachem? Pourquoi tu as abusé du temps qu'il t'a donné? Hachem t'a donné du temps. Il t'a donné la Bechira. C'était à toi. Tu écoutais du Moussar, Nahon. Dans le Moussar, tu entendais la vérité. Donc tu aurais dû, normalement, à un moment donné, faire un hijbon nefesh et tirer une maskana qu'il fallait quand même un peu réfléchir. Un peu réfléchir et se dire, je suis peut-être en train d'abuser là. Je suis en train d'abuser de la gentillesse d'Hachem. Je suis en train d'abuser de sa patience. Je suis en train d'abuser de sa bonté. Et que, attention, il n'y a pas que du chesed chez Hachem. Il y a du din aussi. Et le din, il est impitoyable. Il est même arzari. Il est cruel. Cruel, mais d'une cruauté. Il dit Rabbi Notin dans Sefer Yachar que tu ne reconnais même pas Hachem. C'est pas possible. C'est pas Hachem qui a fait le 7 octobre. C'est pas possible. Hachem ne peut pas être le metteur en scène du 7 octobre. C'est un massacre. Mais c'est un massacre cruel. Où il n'y avait pas de pitié. Au Barmenan, on prenait des enfants qu'on les a mis rabotaille dans les fours. Ils ont une femme, un arabe, il est venu avec le couteau rabotaille, il a ouvert le ventre, elle était enceinte, il a sorti le fœtus du ventre comme ça. Il a sorti le fœtus du ventre, il l'a lancé en l'air. La femme, le ventre ouvert. Des abominables. Des atrocités. Tu dis, attends, qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui fait ça? C'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça. Non, je ne veux pas entendre ça. Non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à entendre ça. Ne me dis pas que c'est Akadosh Baruch Hu. Et qui c'est alors? Qui c'est? Un d'avoir casé. Si Hachem n'est pas là, cette chose-là ne peut pas se faire. C'est Hachem qui est là. On va comprendre. Qu'est-ce qui amène Hachem à des atrocités pareilles. Comme on a lu dans le Mizmor là maintenant. Regardez ce qu'on lit dans le Mizmor à Botaï. Baou goyim ben achalatecha, timu et rechal kolchecha, natu et divlat avadecha ma'achal le'ov hashamayim, basar chasidecha lechaito haaretz, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. נורא והיום. Et tout ça dans le Mizmor là, Asaf. Pourquoi? Sauf, c'est le bon cheshbon qui fait Hachem. De prendre un homme, de le dénuder, de le vider de ses capacités, pourvu que j'arrive à le récupérer. Hachem fait ça pour te récupérer. Mais il est prêt pour ça, à t'enlever toutes tes capacités, tous tes moyens. Te rendre maman shfafa, une serpillière. Mais pour ça, tout simplement pour te ramener. Mais alors regardez comme ça coûte cher à Botaï. Comme ça coûte cher. On raconte comme ça hein, qu'à l'époque à Botaï de la Shoah, quand la Shoah allait éclater. Quand la Shoah allait éclater, Hachem n'envoie pas de Shoah dans le monde, n'envoie pas de catastrophe atomique dans le monde sans prévenir. Hachem, il prévient tout le temps. Parce qu'Hachem n'aime pas surprendre les gens. Il n'a pas à leur faire des surprises. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prévient. On ne sait jamais. Peut-être qu'en prévenant, le bonhomme, il va se réveiller, il va faire Hishbon HaNefesh. Avec qui il prévient Hachem? Alors, il envoie un bzrob qui s'appelle Hitler, Adolf Hitler, un satan, un shed. C'est un shed, Hitler. Et que ce shed-là, Rabotai, Pitom commence, pour pouvoir monter au pouvoir, il commence à dévoiler tout son programme politique. C'est quoi son programme politique? Attends, un programme politique dans un pays, c'est quoi? Comment on relance l'économie? Comment on va renforcer comment dire, l'import-export d'un pays? Comment on va renforcer le bitachon d'un pays?
comment on va renforcer la culture du pays. Voilà un programme politique. C'est quoi son programme politique, Hitler? Mais un truc mais complètement débile, mais débile. Personne ne peut voter pour lui avec un truc comme ça. C'est quoi son programme politique, Rabotaï? Un programme antisémite. Mais regardez ce qu'il dit. Son programme, c'est comme ça. Mon programme va consister, écoutez bien ce qu'il dit là-bas, c'est ma fride, Rabotaï. J'ai l'impression que c'est le Hafez Chaim qui parle. Mon programme va consister à interdire aux Juifs dorénavant d'aller fréquenter les casinos, les cinémas, les boîtes de nuit, les discothèques. Un Juif ne doit pas aller là-bas. Un Juif doit être dans ses synagogues, dans ses bâtés midrashot. Un Juif ne doit pas se marier avec une Goya. Ils doivent se marier entre eux. Un Juif ne doit pas habiter parmi les Goïms. Ils doivent habiter entre eux. Un Juif doit être occupé avec sa religion et ne doit pas s'occuper d'autre chose. Bien sûr, le programme, dans l'intention de Hitler, c'est un programme antisémite. C'est un programme, en vérité, pour quoi faire? Justement pour rejeter les Juifs rabotailles du système auquel ils cautionnaient. Mais quand tu regardes la lettre, avec du recul, avec Cheshbon HaNefesh, ouais, parce que là, l'avantage qu'on a, c'est que nous, on lit l'histoire rabotaille. Là-bas, ils étaient dedans. Quand on lit la lettre comme ça, et on la lit avec un recul, tu sais, on se dit, c'est extraordinaire ce qu'il est en train d'écrire là-bas. Il est en train de nous encourager à Sarakol, à être mouvdal, mina'amim, de nous séparer des goïms. Il nous encourage à ça. Il n'y a pas plus beau que ça. Alvaï qu'on ait un dirigeant dans un pays rabotaille qui prend comme souci d'empêcher les Juifs de tourner dans... Ben, c'est magnifique. On n'a plus besoin de faire Zikou Yarabim. On n'a plus besoin d'aller s'égosiller rabotaille pour faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas traîner dans les cafés et les casinos. On a Hitler, Adolf Hitler, qui fait le travail pour nous. Attends, maintenant, attention, je t'explique, hein, parce que c'est une grande différence. Ouais, Ner Yosef te parle, Adolf Hitler te parle, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand Ner Yosef te parle, c'est avec le violon. Tu vois? Donc, c'est-à-dire le violon, tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas. Quand c'est Adolf Hitler, c'est les chambres à gaz. Donc là, Habibi, tu réfléchis pas deux fois. Tu réfléchis une fois, il faut que ce soit le bon coup. Parce qu'à la fin, c'est les chambres à gaz. Ah, c'est comme ça, c'est magnifique. Et c'est son programme politique. Avec un programme politique comme ça, tu peux monter au pouvoir, mais jamais de la vie. Là, tout de suite, tu es perçu comme un fou. C'est un fou furieux, ouais, que son programme politique, regardez quel chutzpah et quel azout qu'il avait. Quel azout de cet homme-là. Programme politique raciste, antisémite. Mais il est fou. Imaginez-vous en France, l'extrême droite, oui, qui rêve de passer au pouvoir. Son programme politique, c'est quoi? Bon, ils le font presque, mais ils le font pas assez comme ça, comme Hitler. Comme Hitler. Plus de melon. On va faire de la confusion de melon. Nigmar Sipour. Et les Juifs, c'est eux après. Et personne, tout le monde dehors. Il y en a que pour les Français. Bon, il n'y a plus de Français, mais on va les chercher. On va les chercher dans les campagnes. Bon, ils existent, je sais pas si ils existent encore, mais on va les trouver. Ils se sont tous mélangés maintenant. Il y a plus, ils sont tous des cafés au lait, des blagues, des rôles, mais on va les trouver. Mais la France, c'est pour les Français. Bon, je ne sais pas ce qui va rester à la fin, mais il y aura. On trouvera quelque chose. Mais tout ça, tout le monde dehors. Attends, un bonnet fait un truc comme ça. Par principe, on ne va pas voter pour lui. Pourquoi? Parce que c'est la chouma, c'est pas un programme politique. Tu peux le dire entre les lignes en présentant un programme politique plus sérieux, où tu parles de l'économie, du développement intellectuel, développement culturel, du développement ça, et entre autres, tu passes un petit message. Ça, je comprends. Mais quand ton programme, il n'est concentré que sur ça. Il faut les mettre dehors, il faut tuer tout, massacrer, yallah, on sort la... Ça y est, la manif, c'est la révolte, allez, on y va, on va livrer la force. Tu es un fou. Même si je pense comme toi, parce qu'au fond de moi, je pense comme toi. Mais je ne voterai jamais pour toi. Pourquoi je ne voterai jamais pour toi? Parce qu'on va devenir des fous avec toi. Il manque quelque chose de sensé, derrière ça, je veux bien, mais pas comme ça. Hitler, c'est comme ça qu'il est passé au pouvoir. Mais pourquoi? Parce qu'Hachem voulait ça. Hachem l'a fait passer au pouvoir. Et pourquoi il l'a fait passer au pouvoir? Comme ici, Rabotaï. Comme ici. On vous a donné des moyens, vous les Juifs, en Europe, d'être l'élite de la civilisation européenne. Les Juifs étaient l'élite, étaient haut placés. Ils avaient les meilleures places, les meilleurs rôles, les meilleures carrières. Ils étaient haut placés. Ils réussissaient dans tout. C'était une aslacha, mais indiscutable. Seulement quoi? C'était sur le cheshbon
sur le cheshbon de la religion. C'est-à-dire quoi? Ils sont assimilés, ils se mariaient avec des goyotes, ils fréquentaient des goïms, ils sont mis à se distraire avec des loisirs goy. Il n'y avait plus de clients dans les bâtés midrashot. Il n'y avait plus de gens, de fidèles qui fréquentaient les synagogues. Bekoshi avait minyan. Il n'y avait pratiquement plus de bachour dans les shivot. Tout s'est vidé, Rabotai. C'était les facultés, les universités qui se remplissaient et les shivot qui se vidaient. Bon, alors là, il regarde ça, il dirait, bon, non, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Matem aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de me vider les shivot, en train de vider les synagogues, et ça au profit de quoi? Au profit de vos folies? Mais c'est simple, je vais vous enlever tout de suite, la chose qui vous amène là-bas, la chose qui est en train de vous servir à vous éloigner de moi, cette chose-là, je vais vous l'enlever. Et Hachem leur a tout enlevé. Dans le but de quoi? Dans le but de les sauver. Dans le but de les sauver, Rabotai. Et Hachem a sauvé son peuple grâce à ça. Mais ça a coûté cher. 6 millions de juifs tués dans les chambres à gaz d'une manière atroce. Regardez le prix qu'on paye, Rabotai. Le prix qu'on paye, qui est le Chorban de Beit HaMikdash. On n'a pas le droit de faire des sikhot comme ça toute l'année. On les fait que pendant les 3 semaines de Tisha B'Av. Ce sont les sikhot sanglantes, on appelle ça. Mais il m'en a sauté, Rabotai. Si on ne dit pas la vérité pendant ces 3 semaines, il n'y a plus de 3 semaines. Il ne sert plus à rien ces 3 semaines. C'est ces 3 semaines où, pas c'est moutard, pas il faut, c'est obligatoire. Obligatoire de dire toute la vérité. Toute la vérité, même si elle est sanglante et même si elle est effrayante. Attention, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait après la Shoah? Hachem, il a dit, bon, je vais vous consoler. Je vais vous consoler, vous avez payé très cher, vous avez subi beaucoup de souffrances, je vais vous consoler. C'est quoi la consolation? Je vais vous donner Eretz Israël. Donc Hachem nous a donné Eretz Israël. Sur un plateau, voilà Eretz Israël. Et on a vu comment Hachem nous l'a donné. Il nous l'a donné d'une manière royale, avec un kavod hatsoum. En 6 jours, la guerre de 6 jours, en 6 jours, on a réussi à mettre à terre tous les pays arabes. C'est pas, comment dire, un truc là, un front là, un front là, un front là. C'est tous les fronts. L'Égypte, la Syrie, la Libye, le Liban, la Syrie, l'Iran, l'Irak. C'est tous contre nous. L'Arabie Saoudite, tous. La Jordanie, tout le monde, Rabotai. Contre qui? Contre un petit groupe de bonhommes, Rabotai, qui était Sarakol à ce moment-là, ce qu'on appelle l'armée d'Israël, Rabotai. C'était des volontaires, Sarakol. Des volontaires, Rabotai, qui avaient comme entraînement, quoi? Leur cœur. Leur cœur pour ce pays, pour cette terre. Voilà ce qu'ils avaient. C'est ça leur entraînement. Ce n'est pas des soldats d'élite, ce n'est pas des trucs, mais ils avaient un cœur. Ils voulaient absolument, mamache, conquérir cette terre qui est la terre promise, la terre d'Israël. Jusqu'à qu'ils ont réussi à rentrer jusqu'au Kotel, dans le cas des 6 jours, où là-bas ils se sont effondrés, ces soldats en pleurent devant le Kotel, Rabotai, des chilonim, en train de pleurer devant le Kotel, parce que ça y est, on a retrouvé notre terre, on a retrouvé notre patrimoine, on a retrouvé ce qu'Hachem nous a promis. Il a fait mot. Ça, c'est le cadeau qu'Hachem a fait après la Shoah. Et là, faites attention. Je vais vous dire quelque chose qui fait très peur à Botaï. Encore une fois, on est obligé de dire, on est obligé de parler à Botaï. Nous sommes en ce moment à Botaï dans une phase très dangereuse pour Israël. Une phase de piroud, de mahloket. La mahloket Rabotai qui est Ban-Benan Rabotai, la chose la plus dangereuse pour Israël. Le Ham, il est en piroud. Le Ham, il est divisé. Divisé à tel point qu'on est à 2 doigts d'une guerre civile, Rabotai, entre les religieux et les non-religieux. C'est Noravayom ce qui est en train de se passer. Il faut prier très très fort, Rabotai, parce qu'on ne se rend pas compte, tout a l'air tranquille, comme c'était tranquille avant le 7 octobre. Mais qu'en vérité, on est assis sur une bombe qui peut exploser à tout moment, comme ça a explosé à la Shoah. Comme ça a explosé à la Shoah. Je disais aux élèves ce matin que là, j'étais au Mikvé et j'ai vu un bonhomme en bataille ressortissant de la Shoah. Comment je l'ai reconnu? Il a un numéro sur le bras. Un bonhomme de 90 ans. Il a un numéro sur le bras. Rafraké nous a appris, quand tu vois un bonhomme comme ça, tu te lèves mal et comato devant lui. Même s'il est chiloni. Tu te lèves mal et comato devant lui. C'est normal. Kodesh Kodashim, ce sont des corbanotes. Des corbanotes, c'est des êtres humains corbanotes. Comme s'il nous apprenait. Et donc, bien sûr, j'ai vu ça. Tout de suite, je vais vers lui, avec kavod, avec beaucoup de respect. Maman, je dis, j'ai un srout de vous dire shalom aleichem. Et je voudrais vous poser une question, si vous permettez. Il dit, oui, bien sûr. Il dit, je vous demande une question.
ce qui se passe en ce moment en Israël vous fait rappeler quelque chose? Donc ça, je lui dis. Il me dit oui. Il dit quoi? Bidou ce qui se passait avant la Shoah. On est dans les mêmes symptômes, dans la même situation. Il dit, et j'ai très peur, il dit, je ne dors pas la nuit. Le bonhomme qui a passé la Shoah à Rabotai, qui a passé des événements, qu'on peut se lever de bonheur pour arriver à faire peur à des bonhommes pareils après tout ce qu'ils ont passé à Rabotai. Il dit, je ne dors pas la nuit. Donc ça veut dire qu'on est dans une phase Rabotai qui n'est pas pshuta. Une phase qui n'est pas pshuta Rabotai. Boulor Olam enlève de l'homme tout ce qui peut être gênant pour servir à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, Rabotai, je ne veux pas parler Haz Shalom, mais pendant les 3 semaines, on a le droit de parler. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas le poter piv, la Satan, pendant les 3 semaines. Pendant les 3 semaines, le contraire. Plus tu es poter piv, et plus tu es mach chauver et ta Satan. C'est comme ça, c'est marqué dans l'Ismarim. Donc, pourtant, il faut être poter piv pendant les 3 semaines. Hachem, il a enlevé Beth Amikdash. Hachem, il a enlevé l'Europe. Hachem, il a enlevé, Hachem, il enlève. Il enlève du moment où Hachem, il dit comme ça. Moi, je récupère mon fils, même en slip. Et j'enlève tout ce qu'il faut. Aïkar, je ne le laisse pas s'embrouiller, je ne le laisse pas se perdre. Et j'enlève tout. Je n'ai rien à faire. Aïkar, je veux récupérer sa neshama. Et donc, bon, on est prêt à tout pour ça. Et si, chas bechalom, chas bechalila, j'ai peur de le dire à Botaï, il faut nous prendre Israël pour ça, Hachem sera prêt à nous le prendre. À nous prendre Israël pour ça. Shem Ishmor, Rabotai. Qu'est-ce que vous croyez? C'était quoi le plan du 7 octobre en Botaï? C'est de nous prendre Israël. Seulement, Hachem n'a pas laissé. Il nous a donné encore une chance. Hachem est patient. Et c'est que Hamas qui est intervenu. Mais c'était prévu que normalement, c'était de tous les côtés. Et là, on est en train de voir que s'organise un Botaï à nouveau le 7 octobre. Toute l'armée égyptienne, Rabotai, elle est sur les frontières de Eilat, sur le Sinaï. Des milliers de soldats, avec des tanks, des camions, des trucs, des chirionim. Tu dis, attends, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Non, rien. C'est rien. C'est juste, ils font un peu de pique-nique. Ils font à la hache, comme Ner Yosef. Ils ont fait une petite sortie de tous les soldats égyptiens. Ils les ont mis là-bas sur la frontière. Comme on les a vus là-bas sur la frontière de Gaza. On les a vus, le Hamas approcher de la frontière. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit? Non, c'est rien. Ils s'entraînent, c'est tout. Et là aussi, ils s'entraînent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Turquie, là, elle est en train de parler. La Turquie fait des entraînements militaires avec l'Égypte. Et là, il est sorti le Zrob là-bas, le Douane là-bas. Il est sorti, il a dit, aujourd'hui, c'est clair. Le problème du Moyen-Orient, c'est Israël. Si on enlève Israël, il n'y a plus de problème. Voilà ce qu'il a dit. Chez Mishmor, il parle comme ça chez Mishmor. C'est un pas pour basculer de l'autre côté. Et les Arabes, il ne faut pas plus que ça pour les exciter à Botaï. Nous, maintenant, on est en danger. Le danger est quoi? C'est quoi le danger? Le danger, ça, c'est quand je nous prévient. Soyez mitrazek, renforcez-vous. Reprenez vos positions comme il faut. Arrêtez de jouer. Arrêtez de vous amuser. C'est pas le moment, on rigole plus là. On rigole plus. Boulor n'a pas hésité, même si jamais Hachem, il est la bonté par excellence. Il n'a pas hésité à détruire le temple. Hachem, c'est la bonté par excellence. Il n'a pas hésité à donner la Shoah. Et Hachem, qui est la bonté par excellence, ne pourrait ne pas hésiter à nous prendre Israël. Oh, bon, allez, si Hachem nous prend Israël, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Là-bas, c'est la gueule du loup, là-bas. Il n'y a pas où aller. Là où tu vas, tu seras avalé. Pourquoi? Parce qu'on aurait comme impression, chez les goïms en tout cas, de dire, c'est la bonne cause, nous travaillons pour la bonne cause, il faut éliminer cette sale graine-là. Cette sale graine, le travail qu'il a fait Hitler, il faut le terminer. Comme ça, il parle d'or. Les goïms, c'est comme ça qu'ils parlent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème ici. Comme le Olam Mavdil Otanu, il nous sépare des goïms, il nous sépare de goïms avec la haine qu'ils ont contre nous. Ils s'en servent pour nous taper dessus. À nous de nous réveiller, Rabotai. Bien, Hanir, nous, Hafez, Selman, Sidko, Yagdi, Torah, bien dire.